lorsque le docteur Ethan Pierce, un géophysicien brillant mais sceptique, a plongé dans une fissure de glace en train de s'effondrer au cours d'une mission top secrète en Antarctique, son cœur s'est arrêté pendant 12 minutes. Mais ce qu'il a vu alors qu'il était mort défie la science, la logique et la réalité elle-même. Transporté dans un royaume au-delà de la mort, il a rencontré Jésus et s'est vu montrer une vérité terrifiante cachée sous la glace de l'Antarctique. Désormais revenu d'entre les morts, il risque tout pour avertir le monde avant qu'il ne soit trop tard. Voici le témoignage personnel du docteur Pierce. Je m'appelle le docteur Ethan Pierce, et ce que je m'apprête à vous dire pourrait me coûter la vie. Pendant la majeure partie de ma carrière, je me suis moqué de tout ce qui ne pouvait être expliqué par l'analyse de données et des résultats reproductibles. J'étais un homme de logique, un géophysicien de formation qui avait passé plus de 2 décennies à étudier les modèles tectoniques, les champs magnétiques et les structures sous-glaciaires, en particulier dans l'endroit le plus mystérieux et le moins compris de la Terre, l'Antarctique. Je n'ai jamais cru au complot, aux expériences spirituelles ou à quoi que ce soit d'autre. Je faisais confiance aux chiffres. J'ai fait confiance à l'observable. J'avais confiance en la science. Mais il m'est arrivé quelque chose que la science ne peut expliquer, et maintenant je risque tout pour dire la vérité. Parce que quelqu'un doit le faire. Vous n'entendrez pas cela aux informations. Vous ne le lirez pas dans une revue scientifique, et si vous le faites, il sera enterré sous le ridicule ou qualifié de fiction, d'illusion ou de désinformation. Ce n'est pas un accident. Ils ne veulent pas que cette histoire soit rendue publique ni les institutions, ni les entreprises, et encore moins les gouvernements impliqués. Le traité sur l'Antarctique ne concerne pas seulement la conservation et la coopération internationale, c'est un écran de fumée. Ce qui se trouve sous la glace est caché pour une raison, et maintenant je sais pourquoi. Je suis décédé le 17 janvier 2025, vers 11h19. Notre équipe avait été envoyée dans un secteur restreint au plus profond de l'Antarctique, un endroit classé sous des couches de formalités administratives bureaucratiques. L'histoire officielle était que nous étudions les anomalies géothermiques. La vérité ? Nous suivions des signaux, des vibrations basse fréquence et des impulsions électromagnétiques provenant de kilomètres sous la glace. Des signaux qui ne correspondaient à aucun phénomène géologique connu. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui n'était pas censé être dérangé. Je n'ai cru aucun des avertissements. Je me suis moqué des rumeurs, même lorsque les habitants peu nombreux et espacés murmuraient des histoires sur les scellés et les zones interdites. Je les considérais comme une superstition. Mais tout cela a changé au moment où je suis tombé à travers cette glace. J'ai été cliniquement mort pendant 12 minutes qui ont réécrit tout ce que je pensais savoir sur le monde, sur la réalité, sur ce qui se cache au-delà du voile de la vie et de la mort. Je suis revenu avec des connaissances qui n'étaient jamais censées atteindre le public. J'ai vu des choses que je ne peux pas ignorer, j'ai entendu des vérités que personne n'osait dire à haute voix. Et dès mon réveil, j'ai su que quelque chose avait changé, pas seulement en moi, mais dans le monde lui-même. Les forces dont je me moquais autrefois en les qualifiant de mythes sont réelles, et elles se préparent à quelque chose d'énorme. J'ai débattu pendant des semaines pour savoir si je devais garder le silence, si je devais enterrer ce que j'avais vu et faire comme si cela ne s'était jamais produit. Mais je ne peux pas. L'enjeu est trop important. Les gens méritent de savoir ce qui s'en vient. Vous méritez de savoir. Me voici donc, un scientifique, un sceptique, un homme autrefois régi par la seule logique, vous disant, tout est sur le point de changer, et cela commence sous la glace de l'Antarctique. Nous n'étions pas censés être là. Les coordonnées que nous avons reçues pour la mission n'existaient dans aucune base de données satellitaire civile. Même notre trajectoire de vol vers le continent avait été expurgée dans les journaux, et les appareils GPS que nous avions apportés avaient été modifiés pour restreindre la cartographie au-delà d'une certaine distance. La région se trouvait au cœur de ce que l'on appelle la zone d'accès spécial de l'Antarctique, une étendue de territoire si étroitement contrôlée que même le personnel militaire a besoin de plusieurs niveaux d'autorisation pour s'en approcher. Le discours public le présente comme un environnement protégé, mais c'est un mensonge. La véritable raison pour laquelle il est bouclé n'a rien à voir avec les manchots ou la stabilité glaciaire,
c'est à cause de ce qu'il y a en dessous. La mission a été sanctionnée sous le couvert d'une étude géologique, financée par un entrepreneur privé de défense ayant des liens avec plusieurs gouvernements mondiaux. J'ai été engagé en tant que géophysicien principal chargé d'analyser les anomalies souterraines détectées lors d'une analyse à longue portée de la région. Les données qui nous y ont amenés n'étaient pas non plus publiques. Cela provenait de balayages de satellites classifiés qui ont détecté des impulsions électromagnétiques cohérentes et rythmées, bien trop régulières pour être naturelles et bien trop profondes pour être créées par l'homme, du moins selon les normes connues. J'aurais dû me poser davantage de questions. J'aurais dû demander pourquoi une anomalie géologique faisait l'objet d'une enquête dans le cadre d'un accord militaire de non-divulgation. J'aurais dû me demander pourquoi le camp était encerclé par du personnel armé ou pourquoi nos communications étaient acheminées via un réseau privé crypté qui contournait toutes les chaînes satellites traditionnelles. Mais j'étais trop concentré sur la science, sur le frisson de la découverte, sur le fait de faire mes preuves. Notre base d'opération était une station de recherche mobile avancée, un hybride entre un laboratoire et un bunker, arrivé par pont aérien des semaines avant notre arrivée. Il était équipé de tout ce dont nous avions besoin, des carottiers cryogéniques, des réseaux de radars multifréquences, des triangulateurs EMF et même un imageur sismique classifié. Nous n'avions pas le droit de photographier ou d'étudier au-delà des opérations en surface. Dès notre arrivée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'air semblait plus lourd, pas seulement à cause de l'altitude ou du froid, mais chargé, comme juste avant un éclair. La glace ne s'est pas comportée comme elle le devrait. Nos forêts ont rencontré des poches creuses là où il aurait dû y avoir une stratification solide. Les relevés thermiques fluctuaient énormément sans source géothermique claire. Et puis il y avait les voix non audibles, mais plutôt comme des murmures, juste au-delà de la perception. Des bourdonnements doux et rythmés qui résonnaient dans l'équipement la nuit. On s'est dit que c'était de l'ingérence, mais ce n'était pas le cas. Vous n'obtenez pas d'impulsion synchronisée sur 5 équipements différents par hasard. Quelque chose lui tendait la main ou essayait peut-être de se libérer. On nous a demandé de nous concentrer sur les données et non sur les anomalies. Rester fidèle à la mission, répétait notre gestionnaire chaque matin via des communications cryptées. Il ne faisait pas partie de l'équipe scientifique. Il était militaire, purement et simplement, et il précisa que certaines découvertes ne devaient pas être documentées dans le rapport officiel. Au cœur de notre enquête se trouvait le site de forage Theta, un emplacement choisi spécifiquement en raison de l'intensité des signaux qui y sont détectés. Les signaux n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un modèle, presque comme une langue. Toutes les 108 minutes, une impulsion ni sismique, ni tectonique, quelque chose de complètement différent. Mon collègue, le docteur Rosenthal, a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une sorte de transmission artificielle, souterraine. Nous en avons alors ri, un rire nerveux, du genre qui éclate lorsque votre instinct vous crie et que votre logique n'a pas de réponse. L'équipement de forage était à la pointe de la technologie, capable de pénétrer plusieurs kilomètres de glace avec une extraction précise des carottes. Mais vers 3200 mètres de profondeur, les choses ont commencé à échouer. Forêt brisée sans explication. Les lectures ont été corrompues. Les températures ont augmenté dans des zones localisées bien au-delà de ce que les poches géothermiques naturelles devraient produire. L'un des ingénieurs, Paul, a juré avoir vu du mouvement sur le scanner infrarouge, comme des signatures thermiques se déplaçant juste sous la glace, mais rien n'est apparu sur l'imagerie thermique. En creusant plus profondément, nous avons commencé à trouver des structures, des surfaces lisses là où il aurait dû y avoir des couches glaciaires chaotiques. Angle droit parfait. Des échos qui renvoyaient des géométries impossibles. Nous avons plaisanté sur l'Atlantide et les ruines extraterrestres, mais une partie de nous ne plaisantait pas. On ne trouve pas de coin en pierre à 90 degrés à 3 mètres sous une calotte glaciaire naturelle. Ce n'est tout simplement pas le cas. Une nuit, alors que je consultais les journaux sismiques, je suis tombé sur quelque chose que je n'étais pas censé voir, une carte superposée classifiée synchronisée par erreur avec ma console. Il montrait une grille non pas géologique, mais architecturale. Des chambres massives, des passages, des secteurs entiers dessinés sous la glace. Puis est arrivée la panne de courant.
Toutes les communications externes sont mortes. Pas de liaison satellite, pas de contact radio. Même le réseau interne est tombé en panne. Une voix crépita brièvement dans le système de sonorisation de la base brouillée et déformée, mais indéniablement urgente, code black au theta violet. Ils ont évacué la majeure partie de l'équipage dans l'obscurité, mais je suis resté sur place avec une équipe réduite pour poursuivre l'opération. Je voulais savoir ce que nous avions touché. Ce fut la dernière décision rationnelle que j'ai prise, car en 24 heures, le sol sous nos pieds a commencé à trembler et je suis tombé à travers la glace dans une vérité que personne n'était censé découvrir. Pointage impossible sous des kilomètres de glace glaciaire, nos unités GPS fonctionneraient un instant, puis dériveraient sauvagement le lendemain. Nous avons effectué des diagnostics, remplacé les batteries, recalibré le logiciel. Rien ne l'a réparé. Puis les signaux radio sont arrivés. La nuit, lorsque la base était calme et que le vent s'était calmé, nous avons commencé à capter un son étrange à travers les lignes calmes. Pas de statique, pas d'interférence, c'était des chuchotements. Des phrases décousues et déformées, des fragments de discours dans aucune langue que nous reconnaissions. Au début, nous pensions que quelqu'un pourrait nous faire une blague ou que des fréquences parasites provenaient d'une autre station de recherche. Mais il n'y avait aucune station à des centaines de kilomètres à la ronde, et les voix ne s'arrêtaient pas. Ils devinrent plus clairs. J'ai enregistré une instance personnellement. Il était 3h17 du matin et j'étais en train de consulter les enregistrements radar lorsque le moniteur du système de communication principal s'est animé avec des voix douces et superposées. Ce n'était pas du charabia, c'était structuré, intentionnel. Une phrase en particulier répétée à plusieurs reprises, le phoque s'amincit. L'agitation du guetteur. J'ai essayé de le réécouter pour le reste de l'équipe le lendemain matin, mais l'enregistrement avait disparu au corrompu de manière irréversible. Aucune sauvegarde n'existait. Chaque trace numérique avait été effacée. Plus inquiétant encore, certains membres de l'équipe ont commencé à ressentir des symptômes physiques, maux de tête, nausées, insomnie. L'une des ingénieures, Emily, a affirmé avoir vu une ombre se déplacer sur la neige au milieu de la nuit ou une ombre humanoïde, grande mais disparue desquelles a tourné la tête. Nous l'avons considéré comme du stress ou du surmenage, mais nous l'avons tous ressenti, un sentiment de malaise croissant qui s'est glissé dans nos os comme le froid. Seul ce frisson venait de l'intérieur. Malgré toute ma formation, toute ma croyance en la raison, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que nous étions surveillés. Pas par des satellites ou des avions espions, mais par quelque chose de plus ancien, de plus proche, sous nous. Une nuit, en surveillant les enregistrements sismiques, j'ai remarqué une déviation. Le pouls des 108 minutes s'était décalé, pas seulement une, mais 3 fois de suite. L'espacement était désormais irrégulier, presque comme s'il répondait à quelque chose. J'ai vérifié nos journaux de forage et réalisé que la déviation avait commencé exactement au moment où notre équipe a dépassé un seuil de profondeur spécifique, 3888 mètres. C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'accélérer. Les chuchotements se faisaient plus fréquents et les surtensions électromagnétiques devenaient plus fortes. Les piles se sont épuisées en quelques minutes. Nos capteurs de champ ont commencé à émettre des charges électriques, même s'il n'y avait pas de tempête, ni de déclencheur atmosphérique. À un moment donné, un drone lancé pour repérer la calotte glaciaire est tout simplement tombé du ciel en plein vol. Lorsque nous l'avons récupéré, la mémoire embarquée avait été effacée. Désormais, même les plus sceptiques d'entre nous ne cherchent plus d'explications rationnelles. Quelque chose d'anormal était en jeu, et aucun de nos outils ou formations ne nous y avait préparés. Je regardais les champs de glace la nuit et jurais que le ciel scintillait mal, comme si quelque chose d'invisible se pressait contre le voile de notre réalité, attendant juste que nous creusions un peu plus profondément. Pourtant, nous avons continué. Parce que malgré les avertissements, malgré les chuchotements, les pépins et les ombres, nous étions des scientifiques et nous voulions des réponses. Nous n'avons réalisé que trop tard que les réponses n'étaient jamais censées être trouvées. C'est arrivé plus vite que je n'ai pu réagir. Nous travaillions sur le site de forage Theta, entouré d'un silence blanc imposant. Le soleil était bas à l'horizon, projetant de longues ombres vitreuses sur la glace.
Le vent s'était calmé et l'air était anormalement calme, comme si le continent lui-même retenait son souffle. Je revenais de la tente sismique, portant un disque dur chargé de nouvelles données numérisées, lorsque je l'ai ressenti, un tremblement, subtil au début. Juste assez pour faire bouger la neige sous les pieds de manière anormale. Puis la glace s'est fissurée. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun boom bruyant ou rupture dramatique. Juste un pop aigu et nauséabond, comme si la glace sous tension cédait enfin. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une toile d'araignée de fracture éclater sous mes bottes. Un instant plus tard, le sol disparut. Je tombais. Il n'y avait pas de temps pour crier, pas de temps pour réfléchir. Une seconde, j'étais sur de la glace solide. Le lendemain, je tombais à l'air libre, entouré d'un tourbillon aveuglant de neige et d'éclats de lumière gelée. Le froid m'a frappé comme un camion, violent, dévorant, comme si j'avais plongé dans l'azote liquide. Mon souffle s'est évanoui. Mes membres se sont bloqués. Je ne pouvais même pas me préparer à l'impact. Mais l'impact ne s'est jamais produit ou du moins pas comme je l'espérais. Je n'arrêtais pas de tomber à travers des couches de glace, devant des murs bleus brillants recouverts de givre ancien. J'ai aperçu des éclairs de ce qui ressemblait à de la pierre lisse, enfouie profondément dans le glacier et d'étranges sculptures gravées sur des surfaces qui auraient dû être enfouies depuis des millénaires. Puis tout s'est estompé dans le noir. Une pression s'est formée dans ma poitrine, comme si mes poumons étaient écrasés de l'intérieur. Le temps a ralenti. Je me souviens avoir pensé, ça y est. Je meurs. Mais je n'ai pas ressenti de peur, pas au début, juste un engourdissement. Un lourd silence s'installa autour de moi, épais et absolu. Pas de vent, pas de bruit. Juste le flot de sang dans mes oreilles. Même cela a commencé à s'estomper. J'étais seul dans l'abîme. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que la conscience s'éloignait, j'ai commencé à dériver, non pas vers le bas, mais vers l'extérieur. C'était comme si ma conscience était détachée de mon corps. Je pouvais à nouveau voir, mais pas avec mes yeux. Je planais, regardant la scène se dérouler comme suspendu juste au-dessus de la glace. Mon corps gisait froissé près de la base du gouffre, partiellement enseveli dans un monticule de neige brisée et de débris. Le sang fleurissait lentement sous moi, se figeant presque instantanément dans le froid glacial. Mes membres étaient tordus de manière anormale. Un bras s'était cassé au niveau du coude. Mon casque était fissuré. Il n'y avait aucun doute, j'étais mort. J'aurais dû paniquer, crier, essayer de me battre. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien ressenti, ni douleur, ni poids. Juste une sorte de clarté détachée, comme si j'observais la mort de quelqu'un d'autre. Et puis je les ai vus, mon équipe. Ils étaient au-dessus de la fissure, regardaient avec horreur et criaient mon nom. Je pouvais les entendre maintenant, même si le son était étouffé, comme à travers un verre épais. Une corde de sauvetage a été abaissée. Quelqu'un au pôle, je pense, essayait de descendre. Émilie sanglotait dans sa radio, sa voix se brisant alors qu'elle répétait encore et encore l'appel d'urgence. Le docteur Pierce est à terre. Il ne bouge pas. Aucune réponse. Jésus, que quelqu'un nous aide. Je voulais leur dire que j'allais bien, que je pouvais les voir. Mais je n'avais ni voix, ni corps pour bouger. J'étais simplement là, suspendu entre deux mondes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu autre chose, des personnages debout au bord du gouffre, juste au-delà de l'endroit où la lumière du soleil touchait. Au début, je pensais que c'était ma vision qui me jouait des tours. Mais ils étaient là grands, immobiles, vêtus de blanc. Ils n'étaient pas vêtus de parkas ou de combinaisons de survie, ils n'avaient rien à voir avec nous. Ils brillaient faiblement, leurs contours vacillant comme des flammes de bougies dans le vent. Et ils regardaient, non pas avec panique, non pas avec inquiétude, mais en toute connaissance de cause. Je me suis retourné instinctivement, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour m'ancrer. Mais la glace, le ciel, mon équipe, tout a commencé à s'estomper. Une nouvelle lumière a émergé derrière moi, plus chaude que le soleil de l'Antarctique, incroyablement brillante, mais pas aveuglante.
Il pulsait d'énergie, bourdonnant avec une fréquence que je ressentais plus qu'entendais. Et j'étais attiré vers cela. Le froid, la douleur, la peur, ils ont disparu. Tout ce qui restait était une sensation que je ne peux décrire que comme un abandon en apesanteur. Une paix si profonde que tout le reste ressemblait à du bruit. Puis, juste avant que la lumière ne m'enveloppe complètement, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Mon corps était toujours là, brisé, immobile. Mon équipe se battait toujours pour me joindre. Mais quelque chose d'autre était arrivé, des ombres rampant le long de la glace, murmurant là où aucun vent ne bougeait. Ils glissaient comme de la fumée, invisibles aux vivants mais indubitables pour moi. Ils contournaient le bord de la fissure comme des prédateurs. Et je savais, sans qu'on me le dise, qu'ils n'étaient pas venus pour mon corps. Ils sont venus chercher mon âme. Je planais au-dessus de la scène comme un observateur silencieux, en apesanteur et libre de toute gravité ou souffle. Mon corps sans vie gisait tordu au fond de la crevasse de glace, immobile, anormalement immobile. Le sang coulait sous mon côté, colorant la neige pure d'un rouge vin profond qui gela presque instantanément. J'aurais dû ressentir de l'horreur, de la répulsion, voire de la panique. Mais il n'y avait rien de tout cela. Juste un calme étrange et surréaliste. C'était comme regarder la tragédie de quelqu'un d'autre se dérouler derrière un mur de verre. Autour de moi, le temps semblait s'étirer et se déformer. Je pouvais tout voir tout avec une clarté impossible. Mes sens étaient accrus, mais plus physiques. Je n'entendais pas avec les oreilles ni ne voyais avec les yeux. Je le savais simplement. Le froid glacial ne me touchait plus. Mes os cassés, mes côtes écrasées et mes poumons gelés ne signifiaient rien ici. J'étais sorti des limites de la chair. Mon équipe a grimpé au-dessus du gouffre. Paul et Émilie criaient des ordres, essayant d'installer le treuil de sauvetage. L'un des textes de communication, Devon, tenta frénétiquement d'atteindre le camp de base. Sa voix était tendue par la panique. Leurs paroles étaient fortes, tranchantes, teintées de peur. Mais derrière leur agitation, quelque chose d'autre bougeait. Quelque chose d'autre. La radio, toujours accrochée à ma parka brisée, crépitait non pas avec des parasites, mais avec une voix. Non, pas une voix, un cœur. Des tons superposés vibrant juste en dessous du seuil de l'audition humaine. Ils ne parlaient pas en anglais. Ce n'était même pas une langue que je pouvais identifier. Mais je l'ai compris instinctivement. La porte se brise. La protection s'éclaircit. Le guetteur ne dort plus. Les voix résonnaient dans mon esprit comme une vibration traversant les os. J'ai levé les yeux au non, pas avec des yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Et c'est à ce moment-là que je les ai vus, 3 personnages se tenant silencieusement le long de la crête de la crevasse, baignés dans une douce luminescence blanche. Ils ne parlaient pas, ne bougeaient pas. Leurs formes scintillaient légèrement, comme des vagues de chaleur sur le trottoir. Ils n'avaient aucune caractéristique perceptible, mais dégageaient une puissance qui me secouait jusqu'au plus profond de moi-même. Ils n'étaient pas humains. Ce n'étaient pas des anges, du moins pas comme tout ce que j'avais imaginé. Mais ils étaient là, à regarder. Et ils n'étaient pas seuls. Dans les coins de la scène, glissant sur la glace comme de la fumée, apparaissaient les plus sombres des ombres avec une forme. Leur forme changeait à chaque seconde, jamais complètement solide, mais indéniablement présente. Ils dérivaient aux abords de mon équipe, invisibles, insensibles mais affamés. Ils chuchotaient dans le même langage vibrant, bien que plus sombre, plus froid au pas de mots, mais d'intention. Je pouvais ressentir ce qu'ils voulaient, la peur, le désespoir, l'accès. Ils se déplaçaient comme des vautours, encerclant un champ de bataille. Attirés par le moment où la mort a ouvert un passage entre les mondes. Ils ne pouvaient pas toucher les vivants, pas encore. Mais ils pourraient les encercler, faire pression. Influencer. Leur présence a envoyé un froid dans l'espace spirituel que j'occupais maintenant. Même sans corps, j'ai reculé instinctivement. L'un d'eux s'est glissé près de mon corps. Il s'est penché, non pas avec les yeux, mais avec conscience. M'inspecter.
Jugé. Décidé. Puis vint la lumière. Il pulsait d'en haut, projetant tout en or brillant. Les entités sombres ont crié au pas de manière audible, mais avec un cri mental qui a résonné dans mon être. Ils se tournèrent et s'enfuirent, se retirant dans les fissures et les ombres, disparaissant sous la glace. Les personnages lumineux ne bougeaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Leur seule présence suffisait. Je me suis tourné vers la source de lumière, attiré par elle comme la gravité. Ce n'était pas aveuglant, c'était vivant. Un tunnel chaud et rayonnant s'étendait vers l'inconnu, bourdonnant de puissance et de paix. Je me sentais tiré non pas avec force, mais doucement comme le courant d'une rivière. Je savais instinctivement que si j'avançais, je ne pourrais pas revenir en arrière. Puis une voix. Étant. Cela a résonné au plus profond de mon être, à la fois tonitruant et intime. Une voix qui ne se contentait pas de parler, elle me connaissait, m'appelait, m'aimait. Dès l'instant où je l'ai entendue, toutes les croyances que j'avais jamais eues, tous les doutes, toutes les théories, toutes les défenses que j'avais construites en tant qu'homme de science ont été brisées. Je n'avais pas besoin de demander de qui il s'agissait. Je le savais déjà. Et il m'attendait, juste au-delà de la lumière. La lumière m'a attiré, non pas avec force, mais avec invitation. Ce n'était pas seulement une illumination. C'était vivant. Cela palpitait de chaleur, de paix, de quelque chose pour lequel je n'avais aucun terme scientifique. Je dérivais vers lui, en apesanteur et sans lien. Et plus je m'éloignais de mon corps brisé, plus tout ce que j'avais connu s'effaçait. Il n'y avait ni peur, ni confusion, ni panique, seulement un sentiment écrasant d'être connu. Pas seulement observé ou compris, mais complètement, parfaitement connu. Chaque pensée que j'avais jamais eue, chaque peur que j'avais enfouie, chaque regret que je portais, tout était mis à nu devant la présence dont j'approchais. Et pourtant, j'étais aimé. Le tunnel n'était pas étroit comme ceux qu'on voit dans les films. Il s'étendait à l'infini dans toutes les directions, un vaste couloir de lumière fluide qui scintillait de couleurs pour lesquelles je n'avais pas de mots. Il dansait, fusionnait, chantait, non pas avec le son, mais avec l'émotion. C'était comme si l'air était vivant, bourdonnant d'harmonie et de souvenirs. Comme si je me déplaçais à travers le souffle de l'éternité lui-même. Et puis j'ai arrêté. Le mouvement a cessé, même si je ne me sentais ni marcher, ni voler, ni même bouger au sens physique du terme. J'étais juste là, debout. Mais pas sur la glace. Pas dans le gouffre. Ailleurs. La surface sous mes pieds était solide, mais pas terrestre. Il palpitait faiblement d'énergie, comme si le sol lui-même était une partie vivante de ce royaume. Et puis il est apparu. Au début, ce n'était que de la lumière à un éclat si pur et si puissant qu'il semblait plier l'espace autour de lui. Mais alors que je me concentrais, j'ai commencé à voir une forme dans le rayonnement, un homme vêtu d'un blanc si brillant qu'il scintillait comme un éclair. Avec une présence si immense, si bouleversante, que je sentais mon essence trembler. Son visage était à la fois familier et étranger. Non pas parce que j'en reconnaissais les traits, mais parce que chaque fibre de mon être le reconnaissait. Il ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu, des puits profonds d'amour et de chagrin, de pouvoir et de paix. Ils ne se sont pas contentés de me regarder, ils ont regardé en moi, au-delà de la chair, au-delà de l'âme, dans l'empreinte éternelle de qui j'étais. Ethan. Lorsqu'il parlait, sa voix n'était pas entendue, cela a été vécu, comme un tonnerre enveloppé de velours, résonnant dans chaque molécule de mon être. Le son portait en lui un poids de vérité qui effaçait tout doute. Tu n'étais pas encore censé mourir. Il y a quelque chose que tu dois voir. Je suis tombé à genoux, non pas parce qu'on me l'a demandé, mais parce qu'il n'y avait aucune autre réponse possible en sa présence. J'ai été pleinement exposé, mais pas condamné. Mon arrogance, ma fierté, mon incrédulité, tout s'est effondré comme poussière face à une telle compassion. Je ne comprends pas, murmurai-je, ma voix étant plus réfléchie que sonore. Je suis un scientifique. Je ne croyais à rien de tout cela. Son expression s'adoucit, ses yeux remplis d'un amour incommensurable.
Et pourtant, tu es là. Des larmes que je ne savais pas pouvoir encore verser coulaient sur mon visage, même si je n'avais pas de corps pour les produire. C'était comme si mon âme pleurait en réalisant que toutes mes années de recherche, de creusement, d'essais de quantifier l'univers n'avaient fait qu'effleurer la surface de ce qui était vraiment réel. Il m'a tendu la main, non pas avec force, mais patiemment une invitation, pas un ordre. Ce que vous avez découvert sous la glace n'était pas censé être trouvé, et pourtant cela a commencé. Des éclairs me traversèrent l'esprit, des visions du site de forage, des signaux, des ombres mal formées sous la surface, de mon équipe, des instruments défectueux, des chuchotements. J'ai tout revu, et cette fois, j'ai compris. Nous avions déclenché quelque chose de brisé ou une frontière qui durait depuis des millénaires. Mais qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Pourquoi était-ce caché? Il détourna le regard pendant un moment et, dans ce bref silence, j'ai ressenti un chagrin plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. Parce que ce qui se trouve en dessous est plus ancien que l'homme et ne vient pas de ce monde. Il a été scellé pour votre protection. Un frisson parcourut mon esprit. Alors pourquoi tu me montres ça? Pourquoi moi? Il s'est retourné vers moi et son regard a percé l'essence même de qui j'étais. Parce que vous avez cherché la vérité, et maintenant vous devez la porter. Mon cœur, ou tout ce qui battait en moi, me faisait mal sous le poids de ces mots. Je n'en étais pas digne. Je n'ai pas assez compris. J'avais douté de lui toute ma vie, et pourtant il était là, me confiant quelque chose de si vaste, de si terrifiant, que cela menaçait de faire s'effondrer tout mon cadre de réalité. Vont-ils me croire? J'ai demandé. Il resta silencieux un moment, puis parla doucement. Certains le feront. La plupart ne le feront pas. Mais ce n'est pas votre fardeau. Votre fardeau est de leur dire. Ce qu'ils font de la vérité, c'est à eux de répondre. J'acquiesçai lentement, même si mon esprit était rempli de questions. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas assez. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne semblait pas avoir d'importance. Il tendit à nouveau la main. Viens, Ethan. Je dois te montrer encore plus. Et sans hésitation, je l'ai pris. Au moment où je lui ai pris la main, le monde autour de moi a changé. Le couloir de lumière rayonnante s'est évanoui, remplacé par une vaste étendue silencieuse, immobile et infinie. Je ne me tenais sur rien et pourtant je me sentais ancré. Je ne volais pas, pourtant je flottais. À côté de moi, Jésus restait une présence constante de force et de paix, son regard tourné vers l'avant, inébranlable. Puis la vue s'est formée devant nous, la terre, suspendue dans l'espace, tournant lentement, sereine et belle dans son isolement. Mais ce n'était pas la terre que je connaissais. Il scintillait, non pas avec la lumière du soleil, mais avec des couches ou des dimensions de lumière et d'ombre superposées sur sa surface comme des voiles. Certains brillaient d'un éclat divin, d'autres palpitaient de quelque chose de plus sombre, enfoui et attendant. J'ai vu des points lumineux disséminés à travers le globe, des lieux de prière, de résistance, de vérité. Mais j'ai aussi vu des nuages vacillants, comme une fumée de tromperie, se propager à travers des villes, des nations et des régions entières. Et puis je l'ai vu, l'Antarctique. De ce point de vue divin, l'endroit semblait différent, il ne s'agissait pas d'un désert blanc, aride et sans relief, vu sur les images satellites, mais d'une forteresse. Un périmètre. Un mur. Il s'incurvait autour de la base du continent comme le bord d'un vaisseau antique colossal. Ses contours sont trop parfaits, trop délibérés. La glace s'élevait en falaise abrupte, non pas formée, mais placée. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, à peine capable de prononcer les mots. Jésus tourna son regard vers la glace et répondit. Ce que vous voyez maintenant, c'est comme ça a toujours été, avant que les hommes apprennent à oublier. En y regardant de plus près, l'ampleur de la situation m'a submergé. Les murs n'ont pas été formés par la nature, ils étaient lisses, de hauteur uniforme, s'étendant sur des milliers de kilomètres en une frontière parfaite autour de quelque chose au cœur du continent.
Ce n'était pas une dérive glaciaire, c'était l'architecture, la construction, le design. Ce n'est pas naturel, dis-je, plus une prise de conscience qu'une question. Non, répondit-il. Ce sont des phoques. Ce mot m'a frappé comme un éclair, des sceaux, pas des frontières, pas des clôtures, des barrières placées à dessein, du scellement. Ce à quoi Jésus n'a pas répondu immédiatement, il a de nouveau tendu la main et le point de vue a changé. J'ai été rapproché et l'illusion de la neige et du vent a disparu. Sous la glace, cachée par des couches de givre et de temps, se trouvaient des structures massives, parfaitement symétriques. Certaines ressemblaient à des tours, d'autres, des murs. De vastes salles ouvertes avec des plafonds qui éclipsaient les plus grandes cathédrales humaines. Mais ces structures n'étaient pas mortes. Ils tiraient légèrement, comme s'ils étaient vivants, ou comme si quelque chose en dessous d'eux l'était. Cela n'a pas été construit par l'homme, murmurai-je. Non, dit Jésus. Il a été construit pour contenir ce qui l'a précédé. J'ai alors vu l'histoire, non pas en année ou en date, mais en événement, bien avant la civilisation humaine, avant le temps enregistré. Des êtres non nés sur Terre parcouraient le monde. Certains étaient radieux, alignés avec le Créateur. D'autres tombèrent, corrompus par l'orgueil, par la rébellion et par la soif d'adoration. Ceux qui tombèrent furent précipités, non pas dans le feu, mais en prison sous la terre, sous la glace. La région antarctique avait été choisie comme prison. Son isolement et son hostilité étaient parfaits pour se cacher. Mais les sceaux n'étaient ni en pierre ni en acier. Ils étaient constitués d'autorités divines, forgés par décret et superposés au domaine physique. Les murs de glace que le monde croit ne sont que les extrêmes de la nature, ils constituent la couche la plus externe d'un verrou cosmique. J'ai senti mon esprit trembler. Pendant tout ce temps, dis-je, nous pensions que ce n'était que de la neige et de la glace. Un continent mort. Jésus hocha solennellement la tête. C'était une tromperie. Non pas pour cacher ce qui était là, mais pour empêcher les hommes de regarder de trop près. Et maintenant, nous avons commencé à forer, dis-je doucement, mon esprit s'emballant. Nous brisons les sceaux. Oui, dit-il. Pas d'un seul coup, mais des fissures se sont formées. Chacune affaiblit la frontière. Des visions se sont précipitées dans ma conscience, des équipes de scientifiques applaudissant alors que les exercices atteignaient de nouvelles profondeurs, des dirigeants dans des pièces cachées examinant des carottes rayonnantes d'une énergie surnaturelle, des murmures de connaissances anciennes redécouvertes. Mais ce que j'ai vu derrière tout cela était une profonde arrogance, la croyance que l'homme pouvait tout découvrir, tout toucher, sans conséquence. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Jésus m'a regardé, les yeux remplis de tristesse. Ce sont les premiers trompeurs. Les ennemis les plus anciens. Et ils ne sont pas morts, seulement liés. Une nouvelle image a pris forme, une ville enfouie sous des kilomètres de glace, plus grande que n'importe quelle autre sur Terre. Son architecture était impossible, mouvante, vivante. Cela a déformé ma perception rien qu'en le regardant. En son centre se tenait un trône, non pas en or ou en bijoux, mais en un matériau noir qui semblait absorber la lumière. Autour d'elle se trouvaient des personnages enchaînés, endormis, mais remuants. Ils n'avaient pas l'air humain. Ils n'avaient pas l'air extraterrestre. Ils avaient l'air faux. Ils vont se lever. Ai-je demandé, ma voix se cassant. Si les sceaux sont brisés, oui. Et le monde ne les verra pas tels qu'ils sont. Pas dans un premier temps. Je me suis détourné, incapable d'en comprendre l'énormité. Tout ce que j'avais cru sur notre monde, sur l'histoire, sur la vérité, tout cela était incomplet. Nous marchions au sommet d'une prison, aveugles aux monstres qui dormaient en dessous. Pourquoi me montrer ça? Lui ai-je demandé à nouveau, désespéré. Que puis-je faire? Il a posé une main sur mon épaule. Parce que vous avez vu la tromperie de vos propres yeux, et maintenant vous devez avertir ceux qui croient encore au mensonge. J'ai regardé vers la Terre, vers l'Antarctique, vers le sceau scintillant que l'humanité était sur le point de briser. Et je savais que tout allait changer. Et l'évolution,
Un implant biotechnologique, présenté non pas comme une puce mais comme quelque chose d'encore plus avancé, organique, adaptatif, connecté directement au réseau neuronal. Il a été commercialisé comme une amélioration quantique, une étape finale dans l'évolution humaine. Les gouvernements ne l'ont pas imposé, les gens le réclamaient. Ils ont fait la queue pour cela, l'ont célébré, ont diffusé leur transformation et on leur a dit fièrement que cela les rendrait plus forts, plus intelligents, immunisés contre la maladie, voire sans âge. Et cela a été livré. Au début, c'est ça? J'ai demandé doucement à Jésus. Lamarck, il hocha la tête, son expression remplie de chagrin. Oui, même si cela ne s'appellera pas ainsi, pour l'amour de mon cœur. Mais il n'y a ni force, ni coercition, les gens le choisissent. C'est ça la tromperie, dit-il. Ils ne verront pas cela comme un esclavage, ils y verront un salut. J'ai regardé le monde adopter ce nouveau pouvoir. L'implant, ou quoi qu'il en soit, est devenu la norme. L'accès à la médecine, à l'emploi, à l'éducation et finalement même au système financier en est devenu lié. Non mandaté par la tyrannie, mais motivé par la commodité et la nécessité. Sans cela, a dit Jésus, la vie deviendra de plus en plus difficile. Ceux qui refusent seront qualifiés de rétrogrades, de dangereux, voire de haineux. J'ai vu des gens ostracisés, des familles déchirées, des églises divisées. Les chefs spirituels débattaient depuis leur chair, certains avertissant de ce dont il s'agissait réellement, d'autres prêchant que c'était une bénédiction de Dieu lui-même. Les lignes se sont estompées, la vérité est devenue subjective, la morale fluide. Et malgré tout cela, le monde a applaudi, l'aube d'une nouvelle ère. Qu'est-ce que ça fait? J'ai demandé. Que leur arrive-t-il lorsqu'ils l'acceptent? Jésus s'est tourné vers moi et ses yeux portaient le poids de l'éternité. Cela les sépare, dit-il. Pas seulement de la vérité, mais de moi. J'ai senti cette vérité se propager dans mon âme. Ces personnes, des milliards, n'étaient pas punies, ils étaient coupés. Leur lien avec le divin réduit au silence. Leur capacité à ressentir la présence de Dieu, à ressentir une conviction, à crier de repentance est étouffée. Non pas parce qu'ils y ont été forcés, mais parce qu'ils ont choisi d'échanger leur identité créée contre quelque chose de synthétique. L'ennemi ne prendra pas leurs âmes par la force, a poursuivi Jésus. Il les convaincra de les donner. Je l'ai alors vu, non pas comme un jugement, mais comme une conséquence. Comme une branche coupée de l'arbre, flétrie, bien qu'elle paraisse encore vivante. Ces gens marchaient, parlaient, riaient et créaient, mais leur esprit était creux. La lumière à l'intérieur d'eux vacilla puis s'éteignit. Et pourtant, ils ont célébré. C'est pire qu'un mensonge, dis-je. C'est un choix enveloppé dans une promesse. Jésus hocha solennellement la tête. Et le monde appellera ça l'amour. Les larmes ont rempli mes yeux. Alors comment pouvons-nous l'arrêter? Vous ne pouvez pas arrêter ce qui a été prédit, a-t-il dit, mais vous pouvez réveiller ceux qui écouteront. Tous ne suivront pas la foule. Certains se souviendront de la vérité. Certains se lèveront. C'est pourquoi vous devez parler. J'ai regardé vers le monde dans la vision, brillant en surface, creux en dessous. Un Éden contrefait, une performance soigneusement mise en scène cachant des chaînes sous des robes de lumière. Ils penseront qu'ils sont libres, murmurai-je, et en cela ils seront très liés. La vision a recommencé à s'estomper et je me suis retrouvé avec la dernière image gravée dans mon esprit, un monde souriant marchant volontairement vers l'extinction spirituelle, non pas parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais parce qu'ils étaient convaincus d'avoir fait le bon choix. La vision s'estompa lentement, comme la brume se retirant du soleil du matin. La ville sous la glace s'est dissoute dans la lumière, et l'avenir que j'avais vu, la tromperie, la cible, le choix, a dérivé à la périphérie de ma conscience. Une seule chose est restée constante, Jésus. Il se tenait à mes côtés, inébranlable, radieux, éternel. Je voulais rester. Chaque partie de moi avait envie de rester dans cette présence, où la peur ne pouvait plus m'atteindre, où la vérité n'était plus remise en question mais vécue. Mais avant même de pouvoir prononcer ces mots, je savais ce qu'il dirait,
tu dois rentrer. Les mots m'ont transpercé, non pas de douleur mais de poids. Je savais ce que signifiait revenir. Je savais dans quoi je m'exposerais, le ridicule, l'incrédulité, la répression. Mais plus encore, je savais que ce que j'avais vu n'était pas censé rester avec moi. C'était censé être partagé. Est-ce qu'ils me croiront au moins? J'ai demandé. Jésus m'a regardé et j'ai ressenti sa tristesse, pas seulement pour moi mais pour le monde. Beaucoup ne le feront pas, certains le feront, mais la vérité doit être dite, même si elle est ignorée. Il posa sa main sur mon épaule, son contact chaleureux, ancré, mais toujours chargé d'une puissance incompréhensible. Ils essaieront de vous faire taire. Parlez quand même, les mots brûlèrent dans mon âme. Est-ce que je serai seul, murmurai-je. Jamais. Et puis, avant que je puisse parler à nouveau, avant que je puisse supplier de rester un instant de plus, sa main se pressa doucement contre ma poitrine. La lumière autour de nous a déferlé, inondant mes sens. Je me sentais m'effondrer, non pas dans la peur, mais dans un but précis, comme si j'étais reconnecté au monde physique que j'avais laissé derrière moi. La chaleur s'est atténuée et le froid est revenu. J'ai halté. Le premier souffle fut comme recevoir un coup de poing de l'intérieur vers l'extérieur. Mes poumons brûlaient de feu et de gel. Mes yeux s'ouvrirent sur des lumières aveuglantes et des mouvements frénétiques. L'alarme a crié. Des mains agrippèrent mes bras, me pressèrent, me stabilisèrent. Des voix réclamant des signes vitaux, de l'oxygène, une autorisation de défibrillateur. Code bleu. Il est de retour. Je le répète, il est de retour. Une infirmière a crié. Un médecin recula en trébuchant. Les instruments tombèrent au sol avec fracas. J'étais à l'hôpital, vivant à peine. J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge irritée, comme si j'avais avalé de la glace. Une infirmière s'est penchée sur moi, les yeux écarquillés, murmurant quelque chose à propos d'un miracle. J'ai vu l'heure sur l'horloge derrière elle. J'étais mort, sans pouls, sans activité cérébrale, depuis 12 minutes. La pièce tourbillonnait de confusion, mais en moi, tout était immobile. Je me souvenais de tout, la glace, la chute, la vision, les sauts, les entités, la marque et la voix qui me disaient de parler, même s'ils essayaient de me faire taire. Je fermai brièvement les yeux, les larmes coulant sur mes joues, non pas de douleur, mais de savoir. J'étais revenu avec plus que de la mémoire. J'étais revenu avec une mission. Ils me traiteraient de délirant, diraient que j'avais des hallucinations et que la perte d'oxygène et le traumatisme créaient des visions dans mon esprit. Mais ils auraient tort, et je parlerais quand même. Ils n'ont pas perdu de temps. Quelques semaines après mon retour, le monde a changé. Les gros titres ont commencé à affluer, d'abord sous forme d'articles marginaux, des anomalies magnétiques inhabituelles détectées sous la glace de l'Antarctique. Des scientifiques découvrent des structures anciennes en Antarctique. Traces extraterrestres possibles trouvées dans des carottes. Le langage était prudent, spéculatif, mais je l'ai reconnu pour ce qu'il était. Il tâtait le terrain, et évaluait la réaction. Et quand personne n'a réagi, les vannes se sont ouvertes. Les grands réseaux ont commencé à rendre compte des découvertes historiques sous la glace. Des experts sont apparus à la télévision aux heures de grande écoute pour parler du potentiel d'une nouvelle compréhension de nos origines. Il a été présenté comme passionnant, révolutionnaire et plein d'espoir. Ils n'ont jamais mentionné une ville scellée, ni les entités, ni la vérité. Au lieu de cela, ils ont élaboré un récit soigneusement conçu pour faire appel à la fierté humaine. Et si nos créateurs n'étaient pas divins, mais avancés? Pourrions-nous faire partie d'une famille cosmique attendant d'être réunis? Le public en a mangé. Des documentaires diffusés. Les influenceurs ont pris la parole. Un buzz mondial s'est formé du jour au lendemain. Et derrière tout cela, je pouvais voir les empreintes digitales de ceux qui savaient, ceux qui l'avaient caché. Ceux qui avaient toujours prévu de le sortir selon leurs conditions. Je les regardais se dérouler depuis le banc de touche, criant dans le vide. J'ai essayé des entretiens,
des publications en ligne, voire des réunions privées avec des collègues de la mission. La plupart ne me parlaient pas. Certains étaient terrifiés. D'autres avaient déjà changé de ton, reprenant le message officiel. Plus j'avançais, plus je rencontrais de résistance jusqu'à ce que la menace apparaisse, messages anonymes, appareils falsifiés, véhicules de surveillance garés en face de chez moi pendant des jours. Je savais ce qu'ils faisaient. Ils voulaient que je me taise. Mais je ne le ferai pas. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de vérité. Il s'agit d'âme. Alors, si vous lisez ceci, je vous en supplie, ne croyez pas ce qu'ils vous disent. Quand on dit que les êtres sous la glace sont des guides éclairés, ne le croyez pas. Quand ils vous offrent la guérison, l'immortalité, la connexion, ne l'acceptez pas. Quand ils promettent l'unité, l'évolution, la transcendance, ne les suivez pas. Ce n'est pas un cadeau. C'est un piège. La tromperie finale, en préparation depuis des siècles, est là, et elle est enveloppée de lumière. Ils ne vous forceront pas à choisir le mal. Ils vous convaincront que le mal est le bien, et beaucoup, très nombreux, le croiront. Les signes sont déjà là, des technologies qui s'accélèrent plus vite que la science ne peut l'expliquer, des changements dans la clarté morale, un monde préparé pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas un progrès. C'est de la séduction. Une main douce nous conduisant vers une porte scellée qui n'était jamais censée s'ouvrir. Mais maintenant, ça craque. J'ai dit tout ce que je pouvais. Ce que vous en faites n'est plus entre mes mains. Mais je vous laisse avec ceci, restez éveillés. Restez en prière. Accrochez-vous à Jésus, même lorsque le monde se moque de vous. Même lorsque votre Église accepte le mensonge. Même quand ta famille se détourne. Parce qu'ils viendront, non pas en conquérant, mais en sauveur. Et quand ils le feront, vous devez déjà connaître la vérité.